Et salut les potos, c'est Julien.com, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne des Cylindres Écrous pour vous présenter enfin, parce que ça fait quand même un bout de temps que je l'ai et j'ai jamais pris le temps, ma superbe MGB ici présente. Donc ça fait maintenant quelques mois que je l'ai quand même. J'ai fait à son volant environ 1500 km, donc je commence à la connaître un petit peu. Elle m'a déjà fait 2-3 petits caprices comme toutes les anciennes peuvent le faire de temps en temps. Mais sinon, globalement, à part ça, ça se passe quand même super bien. Elle est quand même plutôt fiable et plutôt docile. Donc c'est parti, je vous présente un petit peu la bête un petit peu plus en détail. Et voici la bête, machine de guerre, 1966, MG modèle B. Donc on s'aperçoit quand même qu'elle est vraiment dans un état assez époustouflant pour son âge. Donc ça tient par le fait qu'elle a été restaurée entièrement tout au long de ces 10 dernières années. Plusieurs choses ont été faites. Au niveau de l'extérieur, concrètement tout a été refait, la peinture, les chromes, les jantes, tout ça c'est tout neuf, les phares, enfin vraiment la totale quoi. Donc ça rend vraiment le truc super cool de se dire voilà, on a une voiture de 1966 mais dans un état d'une voiture quasiment neuve. On voit que j'ai 2-3 petits trucs à revoir, enfin 2 en fait. Il y a ça principalement à revoir et puis après un petit alignement de portière qui mériterait peut-être de changer la serrure. Après pour le coup c'est tout. Elle est vraiment nickel. Moi je roule avec, donc c'est pas une voiture de chocard, mais elle nécessiterait peut-être un petit polish pour vraiment la garder dans cet état super premium quoi. Mais sinon moi je l'adore comme ça, vraiment rien que les jantes qui brillent et tout comme ça, c'est vraiment fou. Mais look extérieur, elle est vraiment superbe. On voit que là j'ai pas du tout la capote ni même les arceaux ni quoi que ce soit. Normalement tout ce bordel sur les premières générations ça vient se mettre là derrière. Il n'y a pas forcément de capote rabattable, c'est une capote qui se démonte entièrement. Donc là on voit les petites lanières qui sont remontées là-haut mais qui servent à tenir la capote quand elle est rangée. Mais dans le coup comme c'est pas une capote qui se replie facilement, puisqu'il faut la démonter, j'ai préféré tout enlever et puis je la sors que quand il fait beau. J'ai un tonneau cover aussi qui vient se fixer tout autour là, jusqu'à devant. Mais là je l'ai pas mis. Vraiment dans le pur style anglais. Un seul rétro, côté gauche, pas de rétro de ce côté là. C'est vraiment, la ligne est vraiment superbe quoi. Elle est un poil plus basse que sa hauteur d'origine. Il y a des lames à l'arrière parce que c'est un système à lames comme on voit ici là. Ouais, j'ai un peu burné dans la montée pour la monter parce que c'est une propulsion. Le système à lames c'est un système de lame sport. Et puis devant il y a quelques millimètres en moins avec des ressorts modifiés. Et voilà, après c'est les seuls modifs qu'il y a. On a le droit aux plaques noires parce qu'elle est en carte grise collection. Et c'est vrai que cette partie là arrière, elle est vraiment magnifique avec cet énorme coffre. C'est vraiment super. Pourquoi j'ai choisi cette année aussi de voiture? Parce que je crois que ça va de 63 ou 64 à quasiment 1980. C'est parce que dans ces générations-là, la mienne de 66, on a les plus beaux intérieurs. Vraiment les intérieurs à l'ancienne avec les vieux boutons, avec la vieille radio. Normalement la radio elle est à la place du truc MG là. Ça c'est l'enceinte en dessous. On a vraiment tout l'intérieur old school quoi. Donc c'était volontaire parce qu'en 66 ils savaient déjà faire plus récent mais c'était vraiment leur envie de faire une voiture un petit peu néo-rétro comme ça. Mais c'est vraiment classe quoi.
naturellement à vitre manuelle. Rétro, il n'y a rien d'électrique. Ce petit rétro là, magnifique, petit rétro chromé qui coulisse sur une tringle. Bon alors ça tient pas du tout, hein. Enfin, ça bouge tout le temps en fait. Donc il faut que je trouve un petit patin à mettre dedans. Il faut que je prenne le temps de le démonter. Mais ouais, c'est super sympa d'avoir cette petite tringle là. Puis après on a quelques petits boutons. Donc là c'est le petit commodo pour le clignotant. Là c'est pour les phares. Là c'est pour les essuie-glaces. Ça c'est pour, j'en ai aucune idée. Ça c'est une pompe manuelle pour le lave-glace. C'est pour le pchit à glace. Et puis ça c'est toutes les conneries pour le chauffage. J'ai pas compris quelle était la différence entre tous les modes. Après ça reste une voiture ancienne, hein, donc bon, faut pas non plus s'énerver. Il n'y a pas une énorme influence qu'on appuie sur les boutons ou pas. Là-bas aussi c'est la petite lumière de la veilleuse. C'est super bien pour y voir quelque chose à l'intérieur. Là ici on a à côté de la jauge à carburant, si tu veux bien te faire le focus, l'overdrive. Donc quand on appuie là-dessus, ça simule une 5e vitesse, c'est une 4e longue. Donc c'est super cool, ça permet de perdre un petit peu en régime moteur et d'aller sur l'autoroute. Et petit truc cool, tout au bout là-bas, on a le petit actionneur pour actionner les pleins phares. Donc ça c'est super cool, c'est plein phare au pied. Alors pour le coup, niveau réactivité, on n'y est pas, hein, parce que quand il faut éteindre les pleins phares et qu'on est sur la route, il faut aller chercher le bouton qui est tout au bout. Et moi j'ai des petites jambes, donc là c'est vraiment compliqué. Mais ça donne vraiment tout son charme au truc, quoi. Donc ouais, cet intérieur je l'adore moi. Pas de ceinture, là tu meurs comme un homme. En plus ça marche quand même pas trop mal, donc faudrait pas se foutre en l'air non plus. Et puis en plus, il n'y a rien qui tient, hein. Enfin, ça c'est juste posé comme ça. Voilà, c'est assez old school. Mais ouais, pour le coup, c'est vraiment une caisse très très sympa, qui rappelle une époque où on se prenait un petit peu moins la tête et où on mourait forcément un petit peu plus facilement. Donc ça a incité peut-être un petit peu plus à la retenue. Alors au niveau de l'arrière, je vais mettre le grand angle. Hop! On retrouve, là je suis en train de faire des essais avec une moquette rouge pour voir ce que ça pourrait rendre. On retrouve le coffre, pas forcément très propre. On a ajouté un petit coupe-circuit plutôt bien intégré qui permet de garder un petit peu de batterie. Et j'en ai fait les frais là cette semaine. J'ai voulu la prendre pour aller au travail, il n'y avait plus de batterie. Mais voilà, quand même un très très beau coffre. Pas forcément énormément de finition, mais néanmoins il y a quand même un petit tapis, c'est cool. C'est marrant, ça on voit là, la durite, la conduite pour le carburant qui passe dans le coffre comme ça. Donc on est à des années-lumière de l'intégration d'une voiture de maintenant. Pareil le coffre, hein, ça ferme sans trop fermer. Bon, j'ai essayé de regarder si c'était un problème de serrure ou pas, mais non, c'est un problème juste de conception, quoi. Voilà, c'était comme ça avant. Il y a un loquet qui rentre dans une barre classique, mais c'est pas très bien ajusté, quoi. Enfin, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie des petits détails des voitures anciennes que moi je découvre, je connaissais pas trop, et c'est vrai que bon, il faut juste savoir faire avec. Néanmoins, voilà, quand on est dedans, on voit quand même l'habitacle, c'est plutôt quand même super bien fini. C'est quand même très beau, quoi. Pour une voiture de cet âge-là, les moquettes sont neuves et tout. Le bon volant bois, c'est un Hardy. Donc ça, c'est vraiment classe. Je vous montre le moteur, c'est parti. La partie moteur, c'est pareil. Je crois que ça va pas tarder à mériter un petit coup de propre. Pourtant, il a été refait à neuf, il n'y a même pas 2000 km. On voit double carburation. Est-ce que c'est un moteur carburation et pas injection? On voit des petits tuyaux de plomberie. C'est vraiment un moteur à l'ancienne, hein. C'est un 1800 cm3 qui fait un petit peu moins de 100 chevaux, qui est plutôt extrêmement valeureux. Très très coupleux finalement, sa plage de fonctionnement. Alors dans cette configuration-là, plutôt typé route, parce qu'après il y a des moteurs plutôt typés sport qui sont plus nerveux dans les tours. Celui-là est vraiment entre 2 et 4000 tours, vraiment super coupleux. C'est même assez impressionnant comme ça marche plutôt bien. C'est vraiment un moteur qui a un agrément super intéressant. Le combo boîte de vitesse assez courte plus la 4e longue, on va dire, avec l'overdrive plus ce moteur coupleux, fait qu'au niveau des performances on n'est pas du tout ridicule, et même ça a vraiment un tempérament plutôt sportif. On y reviendra tout à l'heure, mais sur ce sujet, mais vraiment je suis vraiment étonné. Moi je pensais que c'était une voiture ancienne quoi, pour aller le dimanche au Car & Coffee au ralenti, et puis voilà, mais en fait non, pas du tout.
Au niveau des améliorations, on a un allumage électronique qui est ici avec la bobine, donc qui apporte un peu plus de fiabilité. On a un démarreur aussi en bas high torque qui fonctionne en 12 volts. Après, le reste du système fonctionne en 6 volts. C'est pour ça qu'il y a deux batteries, donc deux batteries de 6 volts. Donc ça, ouais, ça apporte un petit peu plus de pêche au démarrage, ça facilite les démarrages. On a une culasse qui a été passée au sans-plomb, donc je peux rouler au sans-plomb 98, je ne suis pas obligé de mettre d'additif. Et puis voilà quoi. Moteur somme toute assez fiable. Ça bouffe pas d'huile, ça chauffe pas forcément. Il y a quand même un radiateur d'huile d'origine. Donc ça c'est d'origine, hein, ça a été installé là. Mais ouais, sauf vraiment les longues montées où tu tires vraiment fort dedans, il n'y a pas de souci particulier. Franchement, c'est vraiment un moteur plutôt fiable. Là, cette semaine, elle n'a pas voulu démarrer. Elle m'a pris un peu la tête à cause de ça. Cette petite pièce-là, le petit contacteur de démarreur. C'est pas comme un démarreur classique où tu as la bobine qui fait aimant là, qui vient pousser la tête avec la petite dent crantée qui permet de faire tourner le volant moteur pour démarrer la voiture. Non, là en fait, tout ça c'est ici, c'est déporté. Et cette pièce là, elle avait l'air un petit peu bloquée. Donc je pense que celle-là, elle doit être d'origine ou pas très très récente. Et elle s'est collée tout simplement. Donc j'ai tapoté un peu dessus, ça s'est décollé. Donc prochaine pièce à remplacer. Bon, ça coûte que dalle, hein, mais il faut que je le fasse. Il faut que je remplace ça, comme ça je serai pas emmerdé. Et après, je pense que là, on sera sur un absolument tout neuf. Si peut-être le moteur de chauffage qui reste là-bas. Et puis voilà. Mais comme tu sais pas si ça fait du chauffage ou pas de chauffage, à la limite, ça changera pas grand-chose, quoi. Donc voilà pour la B-moteur. Quand même assez propre pour son âge. Et même le moteur, je trouve, c'est plutôt beau, hein. Donc il était beaucoup plus propre que ça il y a encore 1000 bornes. Là, il est un peu cracra, plein de poussière. Il va falloir que je nettoie tout ça. Donc là, hors de question de passer du Karcher ni quoi que ce soit. Il faut y aller à la main et au chiffon. Même on voit, il y a un peu de poussière partout. Il est temps que j'en prenne un peu soin. Après tout, c'est vrai que c'est une voiture ancienne. Normalement, c'est fait pour être plus bichonné que sur la route, quoi. Et en même temps, on peut le comprendre. Vu de l'âge de la voiture, voilà, tu la sors une fois de temps en temps et puis le reste du temps, tu la nettoies. Et ben là, je crois que c'est ce qu'il faudrait que je commence à faire. Et vous savez que c'est pas trop dans ma philosophie, hein. Moi, je suis plus roulage que polissage. Magnifique vue sur le golfe d'Ezri. Chez moi. Il fait super beau. Ah non. C'est ça que j'entends tonner depuis tout à l'heure. Il va pas falloir tarder à rentrer parce que moi j'ai pas de capote. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Pas de capote sur la voiture. Ouais, franchement, là un dimanche, fin d'après-midi, petit soleil couchant, c'est vraiment une voiture kiffante. Alors c'est une voiture plaisante, c'est clair. Alors ça c'est indéniable, ça a vraiment un charme particulier. Pour une fois, je me fais pas acheter des cailloux quand je roule avec parce que la voiture, elle plaît aussi aux papis et aux mamies. Ça leur rappelle un petit peu leur jeunesse quand ils allaient casser des culs sur la Côte d'Azur. Mais moi, en seule voiture, avoir cette voiture-là, par exemple, ça me suffirait pas. Parce que même si ça a un tempérament sportif, bon, il manque la folie d'une voiture de sport de maintenant. Donc j'apprécie l'avoir, mais en deuxième, voire même troisième voiture, voire même quatrième. C'est-à-dire un daily, une voiture comme ça, ok. Une bonne voiture de sport et une pistarde. Voilà, dans l'idéal, voilà, c'est ce qu'il me faudrait. Ça serait ma troisième ou quatrième voiture. Bon, bah là, pour l'instant, c'est ma troisième voiture. Mais bon, voilà, je suis content de l'avoir en ce moment. Je suis content de l'avoir eu parce que oui, elle est en vente pour le coup. Ça faisait partie un petit peu du plan initial. Je voulais la garder une petite année. Bon, bah dans le coup, je vais la garder, je pense, un été. Donc là, j'ai d'ores et déjà mise en vente. Elle est sur le bon coin si vous voulez la voir. C'est pour voir un petit peu, c'est histoire d'avoir 2-3 touches, voir si elle part rapidement ou pas. Savoir si je pars directement sur autre chose cet été ou pas. Mais franchement, j'ai vraiment pris et je prends vraiment beaucoup de plaisir à rouler avec cette voiture. Comme je disais, elle a un tempérament vraiment plutôt sportif, voire même joueur. C'est une propulsion. Elle aime bien, elle accepte si c'est un petit peu gras à faire 2-3 dérives. C'est plutôt sain. Le châssis, étonnamment, et ça c'est ce qui ressort dans la presse, malgré le fait que ça soit littéralement
châssis de saucisse, quoi. C'est-à-dire que si tu ouvres les portières et que tu prends une bosse, c'est sûr que le châssis se tord. C'est des châssis de cette époque-là, quoi. Il y a pas de, il y a deux espèces de poutres comme les vieux châssis à l'époque dessous, et c'est juste ça qui fait la rigidité de la voiture. Mais alors, c'est étonnant parce que il est d'une précision et d'une rigueur vraiment folle. Et clairement, une voiture de sport des années 2000, je sais pas moi, une Clio ou un truc comme ça, bon, peut-être avant, alors des années 90, une Clio ou une 205 GTI ou un truc comme ça, et ben ça n'a pas un meilleur châssis que ça. Et là, moi j'ai vraiment été étonné parce que typiquement ça me fait penser au comportement d'une MX-5. Le châssis est vraiment assez ferme, assez rigide. Une fois qu'elle est sur ses appuis, elle bouge plus. Si tu veux qu'elle survire, elle survire. Ça s'ouvre pas du tout. La direction, comme c'est pas une direction assistée et qu'il y a quand même plutôt une grosse démultiplication, il faut pas hésiter à mettre des bons gros coups de volant. Mais franchement, ça se défend sacrément. Même la boîte de vitesse, elle est plutôt rapide. Alors la première est non synchronisée, ça je l'avais déjà expliqué. Ça fait que forcément pour passer la première, il faut s'arrêter. Mais genre s'arrêter 0 km/h. C'est-à-dire que sinon ça ponce du pignon. Donc il faut toujours, et c'est cool qu'elle ait du couple, parce que pour le coup on est tout le temps en deux. Même au stop, hein, moi je repars au 2, je m'emmerde même pas. Et 2, 3, 4, les rapports sont super courts. C'est-à-dire que la 4, on doit la passer peut-être à 100. Et donc ça fait quelque chose de vraiment très péchu. Et ça rigole pas du tout. Je pense qu'on est dans les performances d'une voiture diesel de 90 chevaux de maintenant. Et pourtant, faut savoir que les voitures maintenant de 90 chevaux, ça marche quand même, quoi. Donc c'est pas dégueulasse, franchement. J'ai même fait un roulage avec des copains qui avaient des voitures franchement intéressantes, voire même extrêmement sportifs. Et ben, t'es pas ridicule non plus. Donc c'est vraiment sympa de se dire qu'on peut commencer le monde des voitures anciennes avec une voiture qui n'est pas juste pathétique. Voilà. Parce que les voitures anciennes, généralement, c'est ça. C'est très beau, c'est très ancien, c'est très en panne, c'est très chiant sur la route. Enfin, ça mange la vie au quotidien, quoi. Clairement, faut pas se leurrer. Que celle-là, finalement, bon, moi, le matin, je démarre. Quand elle démarre, parce que là, la semaine dernière, elle n'a pas démarré, mais normalement, elle démarre bien. Tu vas au boulot avec, elle accepte d'être dans les bouchons, elle accepte de faire de l'accordéon. Elle t'emmène nickel, le soir elle redémarre parfaitement, c'est une voiture normale, quoi. Et si tu veux commencer à jouer avec, à la titiller un petit peu dans les montagnes, et ben franchement ça se défend, et y compris en montée. J'ai été surpris, je suis allé sur le Salève qui est juste en haut là, hein, c'est tout par là le Salève, et ben j'ai vraiment été surpris parce que pour le coup je me suis amusé, franchement. Et même au niveau des freins, les freins, faut comprendre, venant du monde des Lotus et des freins non assistés, moi ça m'a pas fait un énorme décalage, mais mon frère typiquement, lui dans la vidéo quand il l'a ramené de Lille, il l'a expliqué, où il y a un peu de vent, il l'a expliqué, il a dit il n'y a pas de frein, j'ai l'impression que ça freine pas, mais non, c'est juste en fait il faut appuyer. Et quand tu appuies fort, bon maintenant j'ai un petit peu décrassé les freins dans la montagne, mais quand tu freines fort, la voiture elle freine relativement correctement, donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis c'est endurant parce que c'est des tambours, et on sait très bien que les tambours c'est vraiment super endurant. Et les freins à l'avant, vu que la voiture est légère, bon finalement ils s'épuisent pas de trop. Donc j'ai pu faire 2-3 petites routes de montagne. Bon, ça c'est plutôt campagne, faut pas trop qu'il y ait énormément de dénivelé, sinon la voiture, il y a quand même des grosses relances et elle fatigue un peu. Mais petite route comme ça là, typiquement, voilà. Et la voiture elle est parfaitement à son aise et on peut commencer à faire peur à ses passagers. Bon, je me suis mis à l'intérieur, il y aura peut-être un petit peu moins de vent pour conclure. Concrètement, ouais, cette voiture elle est plutôt joueuse, elle est plutôt sympathique. Vraiment c'est une surprise pour le coup. Je pense que clairement toutes les anciennes sont pas comme ça. Donc je suis vraiment très content d'avoir choisi cette voiture là. Parce qu'on ne doit pas se marrer comme ça avec toutes les voitures anciennes. Et vraiment ça aurait été une super découverte. Pour le coup, cette voiture, je l'avais déjà expliqué, elle me semble sous-cotée par rapport à ce qu'elle apporte. Il y a énormément de voitures qui valent plus cher que ça, qui te prennent la tête tous les jours, au quotidien. Ça démarre pas, ça avance pas. C'est pas forcément beaucoup plus beau ou moins beau. Enfin après, ça c'est une histoire de goût personnel, mais qui valent 2 fois plus. Alors que celle-là, elle coûte en parfait état comme la mienne, elle coûte autour des 30 000 €. Et on se dit, pour 30 000 €, on a une voiture qui a une classe internationale à l'intérieur, qui a une ligne de fou, qui est fiable, qui est sportive, propulsion. Enfin, qu'est-ce que tu veux de plus pour 30 000 €? Et pour le coup, je trouve qu'elle vole un peu sous les radars, que les gens s'en occupent pas trop. En même temps, il faut dire qu'il y a quand même pas mal de ces voitures-là qui sont littéralement pourries.
Il y a aussi pas mal de ces voitures-là qui sont des voitures américaines importées. C'est vrai que les modèles qui sont après 66, même après 68, elles ont le sale intérieur, elles n'ont pas cet intérieur-là. C'est un intérieur tout en vieille mousse bizarre. Donc c'est un peu, tu sais, l'air des néo-rétro et tout ça. Donc je comprends qu'elle puisse ne pas plaire, mais vraiment cette génération-là, elle est vraiment magnifique. En plus, les pièces coûtent que dalle. Ça, c'est vraiment génial. Hein. C'est-à-dire que, je sais pas, une pièce mécanique, ça coûte 10 euros. Un joint, là, le joint qu'il faut que je remplace, il coûte 2,50 euros. Donc ça, c'est plutôt cool, quoi, de se dire qu'on peut faire évoluer la voiture, remplacer des petites pièces par des pièces un peu plus neuves à chaque fois, pour 2, 3, 5, 10 euros maximum. Et il y a pléthore de pièces, il n'y a aucun manque et aucune rupture de stock sur toutes ces pièces-là. On peut vraiment refaire la voiture de A à Z sans se prendre la tête. Et ça, comme une coccinelle par exemple. Et ça, c'est vraiment génial. Je me dis, pour commencer les voitures anciennes, tu commences là-dessus, t'es pas déçu. Par contre, à l'inverse, tu commences là-dessus et tu veux quelque chose de plus pointu après, bah tu risques d'être déçu. Ou tu risques de te confronter aux emmerdes des voitures anciennes. Et pour le coup, tu peux être un peu dégoûté après. Donc après, tu peux regretter de l'avoir vendu. Comme certainement ce que je vais faire comme d'habitude après que je vends une voiture. Après que j'ai vendu une voiture, bah, je vais regretter. Voilà, c'est toujours pareil. Je vends ma 4C, je regrette. Je vends ma GT4, je regrette. Je vends ma première Lotus K20, bah, je regrette. Mon Exige S2, avec toute la boîte courte de malade, bah, je la regrette. Mais voilà, c'est comme ça. Je peux pas m'en empêcher. Bon les amis, avant que je me prenne une saucée sur la tête, parce que là ça commence à vrombir, il commence à y avoir pas mal de vent, moi je vais me remettre en route direction chez moi, et puis je vais faire 2-3 plans pour vous montrer un petit peu comment on est à l'intérieur et comment ça roule. Bon, c'est pas très bien parce que je vais tenir le volant en même temps, mais chut, faut pas le dire. Petit réflexe, quand on monte dedans, on cherche toujours la ceinture de sécurité, il n'y en a pas. Donc voilà. Ça, il faut vraiment s'y faire, mais je vous assure qu'une fois qu'on s'y est fait, on a vraiment du mal à remettre une ceinture dans une autre voiture. Hop, ça s'est fermé. Ça, c'est le starter. Et on n'en a pas besoin là parce que la voiture est chaude. Mais normalement, on tire dessus. Il faut le faire à deux mains pour pas tout abîmer. Donc moi, je mets mes deux doigts là et puis je tire après. Là, on voit la température, elle est encore bonne. On va voir si elle démarre parce que, mine de rien, tout à l'heure, elle m'a un peu pris la tête pour démarrer avec cette histoire de bobine, comme je vous ai expliqué. Petit tour de clé. Et elle démarre au quart de tour. Nickel. Frein à main de bonhomme. Première non synchronisée. Hop. Donc on a première, deuxième, troisième, quatrième. Hop. Et là on est en première. Je sors de mon petit champ. C'est vraiment une voiture avec une belle garde au sol et tout, donc il n'y a pas trop de prise de tête à avoir quand on veut rouler, aller un petit peu dans les champs et tout. Finalement, c'est une voiture vraiment docile. Embrayage très souple. La deuxième synchronisée, ça se passe normalement. Petite vue sur le Golf. Une petite 3. Coude à la portière. Et là, on n'a plus qu'à kiffer. Et c'est une voiture, voilà, quand on appuie, ça relance tout de suite. Hein. Ça fait pas semblant. Ça prend bien les virages. Ah, c'est vraiment une caisse sympa. C'est vrai pour le coup que les cheveux au vent, sans ceinture de sécurité, avec un moteur à carburation plutôt rageur et qui tape un peu, ouais, ça donne la banane, c'est clair. C'est quand on n'a pas envie de tartiner comme un sourd, quand on a juste envie d'aller se promener un petit peu, faire un petit tour comme ça en fin d'après-midi. Ouais, c'est vraiment une voiture géniale. En plus, il y a un bon capital sympathie. Les gens te regardent pas de travers. Et ça change un peu, quoi. Notamment avec la Porsche jaune fluo, avec la ligne titane. Bon, bah les gens, ils font un peu la gueule. Que là, la voiture, même si tu arrives un peu fort, bon, ils ont le sourire et ils se disent, ah, c'est marrant, une vieille voiture. C'est drôle, il a l'air de bien s'amuser et puis voilà.
une main, je peux vous dire c'est chaud. En vrai, je dois être à 50, 60, mais c'est vrai que c'est drôle quoi. C'est drôle. La voiture, elle est fun. Non, vraiment, c'est vraiment une super caisse. Première, on oublie toujours qu'elle n'est pas synchronisée. Voilà. Et une fois qu'on est en deux, ça devient une voiture normale. Il n'y a plus de contrainte particulière d'avoir la première non synchronisée. Ça devient une voiture récente, enfin voilà, ou une voiture actuelle quoi. Donc ça c'est bien. Une fois passé cette première, on peut la conduire normalement. Mais ce qu'elle apprécie le plus, c'est ce petit rythme tranquille. Tu te laisses couler, t'apprécies la vue avec ta petite voiture ancienne. Les gens se disent qu'est-ce que c'est que ce branleur avec cette voiture. Mais voilà, faut juste kiffer. Puis c'est tout, la vie c'est pas plus compliqué que ça. Faut en profiter hein, les gars pendant qu'on peut encore hein, parce que ce genre de voiture là voilà, elles ont quand même plus de 50 ans. Ça va pas en s'améliorant au niveau des restrictions. Donc pour l'instant avec ces voitures là, bon, en vrai ça a changé parce que maintenant les voitures de collection peuvent retourner dans les centres-villes. Mais combien de temps ça va durer? Dans pas longtemps, ça sera carrément les moteurs thermiques qui pourront plus rouler sur près des centres-villes ou dans certaines agglomérations. Et voilà, vraiment, on vit les 10 dernières années de ce type de voiture et du thermique en général, j'ai envie de dire. Donc, faut vraiment en profiter. Attendez pas. Bon les gars, moi je finis mon petit tour avant de me prendre une méga saucée parce que là c'est tout noir. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, même à la partager. Et je vous le dis, achetez une voiture ancienne pendant qu'il est encore temps. Et si vous pouvez, acheter la mienne. Allez les gars, à la prochaine, ciao.